Actuellement, est-ce qu'il y a lieu de rentrer dans d'autres systèmes d'irrigation? Puisque la Côte d'Ivoire est de plus en plus tournée vers l'hôpital. Okay. Mais il y a d'autres systèmes qui existent. Est-ce que ces différents systèmes qui sont disponibles, est-ce que ce serait utile pour les gens qui pratiquent l'irrigation, au moins de les tester et de voir ce que ça donne en termes de déficience, etc. d'opération. Je ne sais pas, parce qu'ils n'arrosent pas, mais finalement, c'est là que le gain peut se faire, finalement, puisque c'est... La reprise, on la fixe à 13h45, 14h45. Même quand vous avez des rendements de 100 ou 120 tonnes de canne avec l'or. Mais ces essais ont été conduits par les Ivoires actuellement. La pratique courante, c'est que les disponibilités de phosphore et de potassium dans le sol ne sont pas prises en considération. Ceci est dû partiellement à un manque de facilité au laboratoire. Donc, il s'avère important de créer un service analyse pour assurer une fertilisation judicieuse. Et qui dit fertilisation judicieuse dit aussi rentabilité de cette industrie annuelle. Quatrièmement, l'interprétation des résultats des analyses de sol se basant, comme ça doit se le faire, sur des normes de référence. Ces normes de référence sont absents en Côte d'Ivoire ou s'ils sont présents, ce ne sont pas des normes qui ont été dérivées sur le sol ivoirien. Ce sont des normes que vous avez apportées de l'extérieur. Il est absolument impératif de construire vos propres normes selon les conditions agro-pédoclimatiques qui se trouvent sur le territoire ivoirien. Ça, c'est très très important pour pouvoir faire une interprétation correcte et fiable dans le temps. En Côte d'Ivoire, comme l'a dit ce matin Harold et Ronald, quand même 80% de vos sols sont des sols péralitiques. Les sols péralitiques, avec le temps, avec la pluie, ces sols ont été lessivés. Le milieu de la pluie a percolé dans ce profil pédologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces sols sont devenus, avec le temps, riches en oxyde de fer et d'aluminium, mais pauvres en base échangeable et silice. Donc, ce matin, Roland avait parlé de matière organique. C'est une des raisons pourquoi vos sols sont pauvres en matière organique, parce que le complexe absorbant, la matière organique et les bases échangeables, vous n'avez pas ça beaucoup dans vos sols ivoiriens. Et aussi la silice. Sachant que la silice, ça améliore l'absorption des anions phosphore dans le sol. Donc, si vos sols sont carencés en silice, et même si vous avez le phosphore sous forme d'anions phosphate qui sont présents en quantité suffisante, eh bien, ces phosphates n'ont pas être disponibles pour être absorbés par les racines de la canne, si vos sols sont carencés en silice. Et aussi, la silice, elle est importante parce que, comme Dr. Danéchal va vous dire demain, ça protège la canne contre les boreurs de tige. Donc ça offre à la canne une certaine résistivité. Donc la silice, les sols qui sont déficients en silice limitent définitivement la productivité cannière. Même si la silice n'est pas un engrais, c'est comme le NPK, c'est un amendement, mais il faut que ce soit présent en quantité suffisante pour assurer que vos autres éléments majeurs soient prises au taux optimum par la peau. Quand on parle de l'optimisation de la fumure, il ne faut pas tout simplement se contenter sur NPK, c'est-à-dire la quantité de NPK qu'il faut ajouter à la plantation durant les repousses. Mais il y a aussi d'autres interrogations qui sont soulevées. La façon dont on apporte les engrais dans le sol, le mode et période d'apport des engrais, c'est-à-dire la forme d'engrais qu'il faut apporter, parce qu'il y a plusieurs formes d'engrais, de quelle façon on applique les engrais et à quelle période réaliser ces apports. Toutes ces questions, tous ces questionnements sont aussi importants
que la quantité de fertilisants à apporter dans le champ de canne. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques de la fumure, le PAC a été créé pour répondre à ces insuffisances, parce qu'il faut toujours améliorer. Et avec la création du PAC pour le volet optimisation de la fumure, on a mis quand même pas mal d'essais, 28 essais à Ferke, 22 essais à Borotou et 19 essais à Zvenula. Donc pas mal d'essais concernant le volet optimisation de la fumure. Donc ces essais ont été mis avec la collaboration de toute l'équipe de Borotou, Zvenula et Ferke, sans qui on n'arrive pas à se parler. Donc, non seulement on a mis des essais, mais aussi il y a eu un accompagnement qui s'est fait derrière, une formation du personnel sur les 3 complexes sucriers. Et cette formation a été faite par M. Hassan Djiboula, que vous reconnaissez tous ici. Et donc il a dispensé des cours de formation, notamment sur la prise des échantillons, la prospection des sols avant de mettre un essai au champ, le diagnostic foliaire, et aussi les analyses au sol, comment prendre les données, etc. Donc cette formation était très importante pour assurer le bon déroulement des essais ultérieurs. Donc, l'optimisation de la fumure, et ça comprend 4 activités majeures. Donc, optimisation de la dose d'engrais azoté, optimisation de la dose d'engrais PIK, amendement du sol avec la silice et mode et période d'apport des engrais NPK. Et tous ces essais, on s'attend à des résultats bien précis, c'est-à-dire que tous ces essais visent à éventuellement baisser le coût de la fumure. Pour l'article 2.1 et 4.5, et aussi additionnellement pour les essais d'optimisation de la dose d'engrais PK, on veut aussi atteindre un accroissement de l'efficience de ces engrais, améliorer l'efficience de ces engrais dans le sol, en plus de bien sûr baisser le coût de la fumure. Comme vous le savez, les engrais sont des produits qui ne cessent de grimper d'année en année, malheureusement pour nous. Donc il faut absolument trouver des moyens pour pouvoir garder notre industrie sucrière toujours compétitive. Donc d'essayer de baisser le coût de la fumure. De parler d'accroître la productivité de 20%. Avec une seule activité, on ne peut pas accroître de 20%. Et comme Ronan l'a si bien dit, il faut qu'on regarde toutes ces activités dans une approche holistique, donc optimisation de la fumure, des particules phosphore et de potassium, avec 2 objectifs bien précis. Le premier objectif, c'était l'évaluation de la réponse de la canne à des doses croissantes de ces éléments. Pourquoi des doses croissantes? Parce qu'on ne peut pas évaluer une réponse si on a une dose fixe. Il faut qu'on ait des doses croissantes pour évaluer les réponses de ces éléments. Et à partir de ces courbes de rendement, on va déterminer les taux optimaux. Il faut être au champ à 5h, 4h du matin pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour prendre cette feuille. Donc, et le seuil optimum de NPK dans la 3e feuille nous permet d'affiner notre fertilisation. Il y avait 5 traitements en dispositif expérimental de Fischer. Je ne vais pas entrer dans le détail. Traitement 1, 0. Il faut toujours avoir un contrôle, un témoin, où on ne met pas d'azote. Et on voit la réponse de la canne sans un apport externe d'azote. Traitement 2, 3 et 4 sont des doses croissantes d'azote, donc 40 kg de N à l'hectare. Et vous avez mis ça sous forme durée. Okay. Donc, ces traitements ont été mis dans une dizaine d'essais à Zvenula, Ferke et Borotou. Avant de vous montrer les courbes de réponse, je voudrais quand même vous montrer un tableau des 2 caractéristiques qui sont quand même très pertinentes quand on fait optimisation de la fumure. Donc ici je parle du pH et de toute la matière organique.
dans les essais d'utilisation d'azote qui ont été établis dans les 5 principaux types de sols cultivores, notamment les sols erratiques qui sont qui couvrent quand même 80% de nos sols, les sols argileux, sableux et micro-morphes. Alors, ici vous voyez que le pH, c'est pas un pH acide, donc il n'y avait pas besoin d'amender pour le pH, sachant que un pH acide, ça quand même affecte le rendement de la canne, même si les autres éléments sont présents en quantité suffisante. Donc dans votre cas, le pH pour une bonne pousse de la canne, c'est de 5 à 6. Des fois c'est 5,5 à 6,5. Donc ici, vous voyez que tout le pH, ça ne demandait pas d'être amendé. Par contre, la matière organique, elle n'est pas terrible, comme je vous ai dit, et comme vous allez remarquer vous-même. Donc là, éventuellement, il faut trouver des produits organiques qui peuvent rebooster votre matière organique dans le sol. Après, la ligne verte, et là où la courbe plafonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas augmentation dans le rendement, on fait la lecture pour le taux optimal de K2, qui est de 112 arrondi à 115 kg de K2 à l'exemple. Et là où ça croise avec 1,1% de K, matière sèche, pour le diagnostic foliaire. Donc, partant du même principe, on a établi un tableau pour les taux optimaux de K2O et le seuil de diagnostic foliaire dans les 3 complexes sucriers en Côte d'Ivoire et dans les 5 fourchettes de K en Côte d'Ivoire. Le taux de K dans le sol augmente, moins de K d'eau dans le seuil de diagnostic foliaire. Dans les 2 cas ici, après de décider la quantité de combien de clés de cas il faut ajouter dans le sol. Déjà, je crois qu'on ne va pas changer de méthodologie. On va permettre aux uns et aux autres de réagir sur votre présentation. Je voudrais moi-même poser la première question. Je voudrais avoir quelques explications sur la situation à faire à Fioula surtout, où les différences se prononcent vraiment. Car dans la présentation, ce qui m'est apparu, je veux comprendre un peu qu'est-ce qui fait la particularité de Fioula pour que très souvent tous les essais qui ont été mis en place concernant la fourrure, il n'y a pas vraiment de différence. Jusqu'à ce qu'une première réponse dise le paysan serait libre de choisir parce que rien n'a un avantage comparatif par rapport aux autres. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait la particularité. Il faut comprendre les conditions de sol que vous avez à Fioula. D'accord. Parce que le sol, non seulement la variété et les conditions climatiques, ils ont une grande influence sur la réponse de la canne envers les engrais. Est-ce à dire que les sols de Fioula n'exigent pas un apport ou qu'est-ce qui fait que moi en tout cas je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais tous les traitements qui ont été proposés, je n'ai pas vu de grande différence entre les différents traitements au niveau du phénomène. Par contre, à faire comme à Borotou, souvent on a des pics par rapport à un tel traitement et puis peut-être c'est le choix financier qui fait que bon, on abandonne. Je veux bien comprendre. Il y a, par rapport au N, il y a 2 types de sol, 2 catégories de sol. On appelle sol à faux réponse à l'azote et sol à réponse faible à l'azote. Quand on dit un sol à réponse faible à l'azote, c'est que le sol contient déjà suffisamment de N. Donc que vous apportez peu de N, beaucoup de N, donc c'est la minéralisation de l'azote. Et la minéralisation de l'azote surtout, c'est une affaire biologique. C'est une affaire microbiologique. Et votre sol, elle n'est pas fertile, elle n'est pas trop fertile non seulement à celui-là, mais aux autres endroits. Et à celui-là, vous avez
quand même pas mal de sols pyramidiques et cette activité de minéralisation ne va pas à son rythme optimal. Donc on va quand même aussi trouver qu'est-ce qui se passe au niveau de la minéralisation. Par contre, si vous avez un sol qui ne minéralise pas beaucoup de N, donc si vous ajoutez le N additionnel, vous allez voir qu'il y a des rendements, des gains de rendement. Donc forcément à ce niveau-là, le sol a déjà suffisamment, surtout de N. Moi je pense surtout au N, parce que comme vous le savez, M. Dr. Kripal va peut-être additionné là-dessus. Le N c'est un élément furtif dans le sol. Ça reste jamais fixe. Donc si vous ajoutez le N, vous voyez que le temps pourcentage est ici 25. Jusqu'à présent, la quantité de N qu'on ajoute dans le sol, il y a 25% qu'on n'arrive pas à expliquer pour savoir. Est-ce que c'est perdu avec la minéralisation, la volatilisation? Donc, si le sol contient suffisamment de N, un taux de minéralisation, si vous ajoutez, vous n'ajoutez pas au sol, ça importe peu. Donc, il faut davantage creuser Au niveau du sol, qu'est-ce que vous allez faire des analyses un peu plus poussées, si vous voulez. Ok. Alors, je vais essayer de faire ce que je vais parler sur les activités 3.1, 3.2, 3.4, qui sont les parties culturales. Je vais m'arrêter pour les questions. Si ça déborde, on va essayer de reprendre. Peut-être, il y avait la demande du client, de vous, qu'est-ce que vous voulez faire comme activité en termes de recherche économique. On a pris en considération la demande. C'est ce qu'on a essayé d'écrire dans les activités. On a transformé ça pour faire quelque chose qui est à la pointe de la technologie agronomique de la canne. À l'époque, on écrivait ce programme. Il y avait le docteur Niki Kong qui était là et moi. On avait essayé de faire ce que, suite à votre demande, on avait mis des activités pour les parties culturales qui sont listées ici 3.1 et 3.4, qui sont les 4 piliers du nouveau système de culture qui est en train de développer mondialement pour la canne. C'est quelque chose de très récent. On a commencé en 2007-2008 ce type de développement et nous, on vous a privilégié en faisant rentrer ces axes de recherche suite à votre demande. Alors, pourquoi on a dû développer un nouveau système de culture dans le monde? C'est qu'en Australie, à la fin des années 80, début 90, ils ont vu un plafonnement dans le rendement, malgré les nouvelles variétés, malgré les nouvelles technologies d'irrigation, la fertilisation, le rendement plafonné. À Maurice, on a fait des études à partir de 75, peut-être que le matin, si j'ai le temps, je peux vous le montrer. Les rendements chutent, malgré qu'on fait tout. On maîtrise tout et tout est amélioré. Il y a quelques 2 ou 3 autres pays africains où j'ai vu le chiffre où l'industriel qui avait démarré dans les années 60 comme vous, les rendements ont déjà commencé à chuter. C'est pourquoi nous, proactifs, on a voulu remettre ce qu'on avait déjà développé en Australie, à Maurice et au Brésil dans cet axe pour valider sous les conditions ivoiriennes. Alors, qu'est-ce qu'on veut valider? C'est ces 4 piliers du nouveau système de culture. Vous allez lire les papiers de professeur Garside ou autres. C'est qu'on parle aujourd'hui dans le nouvel système de culture, les parties culturales. Il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est le labour minimal. Le second, on est en train de rejouer avec l'espacement. Je vais venir sur chacun des trucs. Le troisième, c'est la monoculture de la canne. Je vais réintroduire le sujet pour vous tout à l'heure. C'est quoi et pourquoi on veut mettre un système de jachère ou légumineuses dedans. Et ensuite, le phénomène depuis début 90, tout le monde à travers le monde sucrier parle de la récolte en fer. Alors, je vais passer sur ces 4 activités séparément pour vous faire comprendre qu'est-ce que l'on veut faire. Le labour minimum, ce qu'on est venu faire ici chez vous, c'est effectivement, il y avait dans les années 70, 80, à travers tous les pays, on faisait, il y avait certains trucs qui passaient dans la tête des gens. Les gens croyaient que le plus on laboure le sol,
le plus le rendement va être. Et ça, c'était une mauvaise approche. Rapidement, dans les années 80, en Europe, on a vu qu'on faisait pas mal, c'était pas avantageux de le faire en excessif. Et nous, dans les pays producteurs de la canne, on avait fait quelque chose, effectivement, on avait augmenté le nombre de passages d'outils en profondeur, le nombre de passages, itinéraires techniques, et ce n'était pas idéal tel quel. La première fois, même avant le PNC, j'étais choqué de voir des super engins, des gros disques, et ça fait peur. Alors, ceux qui sont venus faire la formation chez nous à Maurice, avec tous les pays, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, sur le continent, c'est l'argile, c'est dur, il faut décompacter, il faut faire de la boue excessive. Alors, pour moi, comme maître de recherche, ma priorité c'était de venir voir si vraiment c'est justifié ce labour conventionnel, ce que vous faites chez vous, est-ce qu'on peut aller comme tous les autres pays le font. Qu'est-ce que les autres pays le font? C'est que cette pratique conventionnelle de labourer le sol avec plusieurs engins, plusieurs passages, n'est plus à la mode. Même techniquement, du côté environnemental ou économiquement, ce n'est pas justifié. Et on a vu, c'est une des causes qui fait dégrader le sol, la fertilité biologique du sol et fait réduire la matière organique. Allons prendre en Europe, en Angleterre, dans les 100 dernières années, le taux de la matière organique a régressé parce qu'ils ont fait un abus dans les premiers 80 ans de la boue. Pas mal de pays, on voit les mêmes choses. Et ici, si vous continuez de cette même façon, vous allez rapidement dégrader davantage ce sol. Quand on fait le labour excessif, effectivement, à chaque fois qu'on tourne le sol, on oxyde la matière organique. Vous renversez, vous retournez le sol, vous prenez cette couche infertile ou moins fertile du bas, vous ramenez en haut, ou carrément, vous êtes en train aussi d'utiliser plus d'énergie avec tous ces engins et ensuite, ce n'est pas très encourageant. Ce qu'on a fait, à travers le monde, il y a tous ces termes que j'ai mis, le labour minimum, ce que nous appelons ici pour vous. À Maurice, celui qui avait développé les concepts de la canne pour le monde sucrier, il appelait ça le minimum tillage. Les Français l'appellent semi-direct, l'Australien l'appelle strip tillage, l'Européen l'appelle zero tillage, et nous aujourd'hui, je parle de reduced tillage. Mais en vrai, c'est le concept, tout le monde est d'accord. Il faut faire le strict minimum pour que la plante se développe. Il ne faut pas faire d'abus sur le sol. Alors, c'est pourquoi on est venu ici, pour venir essayer de voir si votre pratique conventionnelle est justifiée ou il y a un moyen qu'on peut ramener ça avec ce qu'on fait dans l'agriculture moderne à travers le monde. L'objectif était effectivement de voir si on peut faire le même rendement de canne, mais avec moins de labour. Le moins de labour, c'est plus à long terme. À long terme, on aura plus de matière organique, on pense, et aussi économie en termes de production, et aussi un système